Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Encore une fois, bonsoir. Après des années d'exil politique, le vice-président de l'UFDG, Bahouri, a regagné Conakry cette semaine. Aussitôt arrivé, la première altercation verbale entre Bahouri et son président Cellou Dalein Diallo ne s'est pas fait attendre. Dès les premières minutes de l'arrivée du vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée à leur siège, l'assistance a vécu un spectacle plutôt extraordinaire avant que ces deux ne se livrent à des attaques croisées. Sayon Kourouma. Ce dimanche 24 janvier a été l'une des journées folles pour la principale formation politique de l'opposition. Bahouri foule le sol guinéen après 4 ans d'absence et la joie est immense chez les militants qui ont accueilli avec faste leur vice-président. L'ancien exilé politique du régime d'Alpha Condé n'a pas hésité cependant à tenir un discours de fermeté qu'il veut plutôt véridique et franc à l'endroit de Cellou Dalein Diallo. Le leadership de Dalein, Bahouri le conteste publiquement. J'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu de reniement d'amitié, j'ai beaucoup vu de traîtrise, j'ai beaucoup vu des personnes que j'estimais nous tourner le dos. Ce n'est pas important parce que si ça ne concerne que moi, ce n'était pas grave. Ce qui est le plus important, c'est l'avenir de la démocratie dans ce pays. La démocratie durant ces 4 années et demie, je n'ai pas manqué d'alerter, de dire que tel chemin ne correspond pas à notre intérêt, à l'intérêt de la cause. On n'a pas écouté. T'as raison. Bénéficiant des ovations des militants du parti, l'ex-ministre de la Réconciliation n'a pas manqué de répondre aux voix qui sollicitent une unité à la tête du parti et de faire passer un message très rassurant. J'aurais pu faire comme tant d'autres dirigeants. Je dis, c'est moi qui ai créé. Quiconque veut n'a qu'à se mettre derrière moi. Je ne l'ai pas fait. J'ai privilégié l'intérêt de la cause nationale pour que l'UFDG grandisse, se rassemble et s'élargisse. Qui peut me parler d'unité? Je suis l'incarnation d'une dynamique d'unité qui a fait de l'UFDG aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-on parler d'unité lorsque Mohamed Bari a été exclu de l'UFDG? Des propos qui ont mis dans une colère noire le président de l'UFDG. À son tour, Cellou a imposé son autorité en déclarant haut et fort qu'il reste le seul maître du parti. Un discours qui sonne comme une réponse aux critiques faites par Bahouri depuis quelques mois maintenant. Qu'on fasse preuve de tolérance. Je suis le président du parti. On discutera, mais si on doit appartenir à la même association, au même parti, il faudra qu'une fois la décision prise là-bas, que ce soit la décision de tous les responsables du parti. Ces discours discordants prononcés par les deux hauts responsables de la première force politique de l'opposition devant leurs militants ne donnent-ils pas raison à certains observateurs qui ont prédit une difficile cohabitation entre Bahouri et Cellou, des propos qui ont été prononcés après un vif accrochage entre les gardes des deux hommes. Autre image dans cette rétrospective de la semaine, quel bilan de l'Union européenne au compte de l'année 2015. Le chef de mission de cette institution en Guinée était cette semaine face aux médias pour répondre à la question. La lutte contre Ebola et l'apaisement en Guinée ont été l'essentiel des priorités de l'équipe de Gérardus Gillen. Alassane Mabinti Kamara.
L'année 2016 ne fait pas exception à la coutume de l'Union européenne. Au terme de 2015, l'institution européenne dresse son bilan. Pour cette année écoulée, la riposte à Ebola et le renforcement de l'équilibre social ont été les premières préoccupations de ce partenaire de la Guinée. Nous allons continuer dans nos interventions dans la santé, dans les transports, dans les différentes réformes comme les finances publiques, la justice, la sécurité, l'administration, la déconcentration, la décentralisation. Donc nous allons continuer nos appuis dans les domaines de coopération classique et de réforme. 2016, elle, s'annonce comme une année de prouesse pour la Guinée dans le cadre de son partenariat avec l'Union européenne qui compte non seulement poursuivre ses activités entreprises en 2015. L'Union européenne compte revoir à la hausse ses décaissements en faveur de la Guinée. Alors pour l'année 2016, nous allons continuer comme nous avons fait en 2015. Tout d'abord, essayer d'absorber les fonds du 10e FED. L'Union européenne reste l'un des partenaires privilégiés de la Guinée. L'institution a toujours contribué au développement socio-économique national. Santé à présent, dans cette rétrospective, la résurgence des cas d'Ebola ces derniers temps en Sierra Leone inquiète les autorités guinéennes et leurs partenaires évoluant dans la lutte contre cette maladie. C'est pourquoi le gouvernement, dans un communiqué, l'a rendu public cette semaine. Il appelle le peuple de Guinée à plus de vigilance. Al-Seni Diallo. Depuis le 21 décembre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Bien que le pays soit déclaré exempt de transmission du virus, cependant, la Guinée est entrée depuis cette date dans une période de surveillance renforcée de 90 jours afin de pouvoir identifier rapidement tout cas nouveau et empêcher ainsi la propagation du virus. Aujourd'hui, plus d'un mois après cette annonce, le constat sur le terrain est alarmant. La première fois de ma vie que je suis allé à Forêt-Caria, j'étais impressionné par les dispositifs de lavage des mains. Même une seule case comme ça dans la nature, elle avait son dispositif du lavage des mains. Quand je suis parti cette fois-ci, il n'y en avait plus aucun. Est-ce que ça ne choque pas ça ? Ça choque. Ces situations, selon un constat du nouveau gouvernement, exposent hautement la population à la résurgence de la maladie à virus Ebola, à l'instar de ce qui s'est produit au Libéria et en Sierra Leone. C'est pourquoi ce gouvernement, dans un communiqué lu par Fodeta Silla, appelle les Guinéens au respect de certaines règles. Le gouvernement invite tous les citoyens au respect rigoureux des dispositions suivantes. La pratique systématique du lavage de mains avec du savon et des produits désinfectants dans les ménages et lieux publics. La notification de tous les cas de maladies fébriles à la formation sanitaire la plus proche. L'interdiction de tout transfert de corps d'une préfecture ou commune à une autre sans certificat de transfert délivré par les autorités sanitaires désignées à cet effet. Et pour le coordinateur national de lutte contre Ebola, Dr Sakoba Keita, c'est parce qu'il y a eu des relâchements dans les mesures de contrôle et de prévention au Libéria et en Sierra Leone au cours de la troisième phase des 90 jours que des cas d'épidémie y sont survenus. Pour ne pas que ces mêmes réalités se passent en Guinée, de nouvelles dispositions sont prises dans ce sens. La coordination nationale, en commun accord avec ses partenaires, ont jugé utile d'entreprendre un certain nombre d'actions. Premièrement, c'est d'accentuer la communication vis-à-vis de la population pour les expliquer sur les actions à mener en cette phase de 90 jours recommandées par l'OMS. Deuxièmement, c'est de mener des actions de suivi de nos personnes sorties guéries de nos centres de traitement et d'enclencher des actions pour de prise en charge autour des complications de cette maladie connue déjà dans certaines préfectures, ainsi que de gérer les problèmes socio-économiques de ces personnes soit affectées par le virus Ebola. Pour l'application des mesures de prévention annoncées par le gouvernement, les autorités demandent aux décideurs à tous les niveaux de veiller au grain pour son effectivité sur l'ensemble du territoire national.
Sur un tout autre plan, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts poursuit sa tournée de prise de contact dans les directions relevant de son département. Cette semaine, Hadja Christine Sagno s'est rendue à la Brigade verte et à la Direction nationale des Eaux et Forêts pour s'enquérir des réalités au sein de ces services. Les préoccupations sont nombreuses. Saalou Yambuno. Échanger avec les cadres et toucher du doigt les réalités dans ces différentes structures. C'est l'objectif de cette visite de la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Comme l'une de mes priorités, c'est l'amélioration des conditions de travail. Donc je fais le tour pour voir effectivement les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Là où toutes les conditions sont réunies, je crois qu'il n'y a pas de problème, mais là où il n'y en a pas, il faut renforcer. Pour cette deuxième étape, c'est par la Brigade verte que Hadja Christine Sagno a débuté son périple. Au sein de cette unité de conservation de la nature, la chef du département de l'environnement a échangé avec les responsables de différents projets qui ont attiré son attention sur plusieurs problèmes. Nous avons essayé d'attirer l'attention du ministre sur un certain nombre de problèmes, notamment le soutien qu'il y a lieu plutôt d'apporter aux techniciens de forêt de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ces techniciens de notre capitale sont très bien outillés, contrairement à leurs collègues de l'intérieur du pays. Donc, on a demandé le soutien de Madame la ministre pour aider ces techniciens de forêt dans le renforcement des capacités. Des difficultés qui n'ont empêché ces cadres de réaliser des exploits pour la protection de la nature en Guinée. Dans le cadre du développement durable, des montants sont attendus du PNUD pour avoir accès aux fonds verts. Après la Brigade verte, c'est la Direction nationale des eaux et forêts qui a reçu Hadja Christine Sagno. Là également, les difficultés ne manquent pas. Le jeune corps des conservateurs de la nature qui fait partie des forces de sécurité et de défense FDS est confronté à des problèmes au titre desquels il faut citer le manque de décisions internes et de financement pour la poursuite de la formation commune de base d'environ 4000 cadres agents en situation de service au sein de l'administration forestière. La non-prise en charge des primes et indemnités de l'état du personnel du corps tel que recommandé par son statut. L'insuffisance remarquable des uniformes et équipements. Après avoir sillonné ces endroits, la ministre de l'Environnement envisage. Nous allons essayer de voir comment réveiller vraiment toutes les activités que nous avons là, qu'on avait l'habitude de mener. Notamment, j'ai parlé de réveiller le mois de la forêt guinéenne. L'une de mes priorités, c'est de voir comment former le reste des cadres des eaux et forêts. Parce qu'à ce niveau, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Certains sont habillés, ils sont encore des conservateurs et une grande partie n'a pas eu la chance d'être formée. Donc je vais m'atteler à la recherche du financement pour que tout le monde soit habillé au niveau des eaux et forêts. D'un ministère à un autre, le président du comité de développement Afrique-Japon en séjour en Guinée promet de renouveler et d'étendre le port de pêche de Boulbinet. L'annonce a été faite ce mercredi suite à la visite que Yano a effectuée dans ces lieux en compagnie d'une délégation japonaise et des autorités du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture et de l'économie maritime. C'était en présence de Aïssata Fofana. Suivez son compte rendu. Ce port, situé dans le quartier Boulbiné à Kaloum, est un don du gouvernement japonais. Après une dizaine d'années, ce débarcadère présente aujourd'hui un visage peu reluisant. C'est pourquoi le Japon, sur sollicitation des autorités guinéennes, entend renouveler et étendre le dit port. M. Yano va préconiser d'avancer les projets présentés par la partie guinéenne, de réaliser plus tôt possible. Donc cette visite nous a concrétisé nos idées en état actuel des choses. Une action rendue possible grâce à l'appui de l'ambassade de Guinée au Japon qui, selon le ministre de la Pêche,
a suivi ce dossier jusqu'à son aboutissement, cela dans le cadre du renforcement de la coopération guinéo-japonaise. Le secteur de la pêche est aujourd'hui un des maillons forts de notre économie et moi en tant que représentant de notre pays au Japon, je ne peux que exprimer ma satisfaction mais aussi ma gratitude envers le gouvernement japonais à travers son ambassadeur ici présent. Après la prise en compte de ces recommandations, le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime entend soumettre également d'autres requêtes au gouvernement japonais en vue de redynamiser le secteur de la pêche artisanale en République de Guinée. Si tout va bien, au mois de mai prochain, je devrais effectuer ma première visite au Japon. Et au cours de cette visite, nous allons soumettre au gouvernement du Japon l'ensemble des besoins que vous allez exprimer, que ce soit pour les moteurs hors bord, que ce soit pour d'autres équipements comme les compresseurs et autres équipements que le port a besoin. Le gouvernement va s'engager à soumettre ces recommandations au gouvernement du Japon et nous sommes rassurés que nous allons bénéficier de leur accompagnement pour la rénovation de votre port et pour son extension. La délégation japonaise, conduite par le président du comité de développement Afrique-Japon, visitera aussi d'autres débarcadères de la capitale pour s'enquérir de l'état des lieux. Les prix des denrées de première nécessité vont légèrement augmenter ces jours-ci. Le gouvernement vient d'annoncer la hausse de la TVA sur l'huile, la farine et des services téléphoniques. Ces mesures fiscales qui entreront en vigueur à compter du 1er février prochain font déjà des grincements de dents au sein de la société civile et de l'opposition. Sayon Kourma. L'Assemblée nationale vient d'adopter le budget général de l'État pour 2016, un budget déficitaire qui s'inscrit dans une logique d'austérité et d'ajustement qui se fera probablement dans la douleur. Pour réunir plus de 13 000 milliards de francs guinéens cette année, les pouvoirs exécutifs et législatifs ont décidé d'augmenter la TVA de certaines denrées de 18 à 20%, y compris sur des services téléphoniques. Une situation qui fait actuellement l'objet des dénonciations de la part de beaucoup d'acteurs politiques. 2015 a été une année électorale. Nous avons vu comment de l'argent public a été dépensé par rapport à cette question électorale. Nous avons beaucoup dépensé sans pour autant avoir des contreparties en termes de recettes. D'où les conséquences au niveau des contre-performances. Et le gouvernement veut se rattraper en ayant des mesures fiscales un peu plus répressives et qui vont impacter dans le quotidien des Guinéens parce que c'est leur revenu pratiquement qui sera davantage affecté en termes de contribution pour financer ce que le gouvernement n'a pas été capable de faire. Pour l'ancien directeur de campagne de Faya Milimono, le gouvernement guinéen, en agissant ainsi, semble sacrifier les maillons faibles de la société guinéenne au profit des équilibres macroéconomiques à rétablir. Même avis chez la société civile guinéenne qui estime que cette mesure pénalise les ménages qui disposent des revenus moyens et qui supportent difficilement les augmentations significatives des produits de base. Il ne faut pas obnubiler la population par des taxes. Donc il faut instaurer les taxes progressivement et éviter que la population ne tombe sur le coup de la psychose ou de l'angoisse due à la taxe. Même si on est d'accord que les indicateurs économiques sont rouges, il faudrait bien que toutes les composantes de notre pays payent, n'est-ce pas, cette facture pour que la Guinée puisse se relever sur le plan économique. Nous sommes totalement d'accord sur ça, mais il ne faut pas imposer toutes les taxes d'un coup. Il faut aller progressivement. Pour la société civile et l'opposition, cette mobilisation de recettes doit cependant être faite diversement que de facturer les ménages au prix fort. C'est vrai qu'un État doit se soucier de la mobilisation des recettes, mais encore une fois, la politique fiscale doit être suffisamment élargie pour ne pas que chaque fois que ce soit le consommateur lambda qui soit appelé à payer surtout la facture de la mauvaise gouvernance, parce qu'il faut aller chercher les causes de cette situation de récession économique et ne s'explique pas que par le fait d'Ebola, et s'explique aussi par le fait des contre-performances économiques liées à la mauvaise gestion de la chose publique. Il faut que l'État diminue son train de vie sur un certain nombre de choses. Il ne faut pas tout faire supporter. La bonne gouvernance voudrait que quand il y a une crise d'austérité, que l'ensemble des composants de la population paye une partie de la facture, mais pas seulement les plus pauvres.
Ces mesures fiscales qui entreront en application à compter du 1er février 2016 interviennent à un moment où plusieurs centrales syndicales du pays menacent de déclencher une grève illimitée dans tout le pays. Les syndicalistes réclament entre autres la baisse du prix du carburant à la pompe et l'application d'une nouvelle grille salariale pour les travailleurs. Justement, des centrales syndicales se mobilisent pour dénoncer leur exclusion dans les négociations tripartites qui sont engagées avec le gouvernement. Ces négociations concernent la diminution du prix du carburant et la hausse de la TVA sur les denrées de première nécessité. Ces centrales syndicales l'ont exprimé dans un communiqué lu cette semaine à la Maison de la Presse. Il est décrypté pour vous par Aïssata Fofana. C'est sur un ton ferme que les 10 centrales réunies en unité syndicale ont fait cette déclaration. Le mouvement syndical guinéen, ONSLG, COSATREC, CGSL, CGTG, CGPOC, UGTG, UDTG, UNTG, CIPOC, ULTG, en unité d'action, vient d'apprendre comme par surprise sur les zones de la RTG le jeudi 21 janvier 2016 de la déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, M. Albert Damantan Camara, relative à la revendication de l'USTG et de la CNTG qui dénote la décision d'exclure 10 centrales syndicales des négociations tripartites et de ne prendre en compte que la revendication de ses amis CNTG, USTG. Eu égard à cette situation, l'unité syndicale dénonce la manœuvre du gouvernement et exige à travers une plateforme revendicative l'application de la flexibilité des produits pétroliers sur le marché national et la finalisation de la grille salariale. Les centrales syndicales de cette déclaration désapprouvent littéralement le compte-rendu du ministre Albert Damantan Camara. Elle demande 1. L'abaissement du prix du litre du carburant à la pompe à 3500 francs guinéens afin d'alléger effectivement et de façon substantielle le panier de la ménagère. L'arrêt de la campagne gouvernementale de discrimination, de désinformation, d'exclusion et de déstabilisation des centrales syndicales guinéennes. L'ouverture sans condition de négociation inclusive, responsable et tripartite. 4. La finalisation et la prise en charge de la nouvelle grille salariale des agents de l'État, des retraités de l'État dans le budget de 2016 et la valorisation de leurs pensions dérisoires. Elle demande également des mesures d'accompagnement sur les taxes à valeur ajoutée majorées de 18 à 20% qui rentreront en vigueur le 1er février prochain. La TVA, on ne la reproche pas. C'est la façon dont elle est venue que nous avons condamnée parce que tout simplement on passe de 0% à 20%. C'est trop pour vous et moi qui sommes liés au marché. Ceux qui vont dans les supermarchés, ils se fichent de ça parce qu'ils ont l'argent. Mais le Guinéen lambda, le Guinéen du dernier escalier, ça va parce que même le piment va augmenter. En attendant la prise en compte de ces préoccupations, ces 10 centrales syndicales disent ne pas baisser les bras. Elles comptent, disent-elles, faire recours à toutes les voies légales en vue d'atteindre l'objectif assigné. L'opération de déguerpissement qui a été interrompue après une semaine a bel et bien repris cette semaine à Conakry avec le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Ce sont des quartiers de Sandervalia, Mankepa et Teminetaï dans la commune de Kaloum qui ont été débarrassés des baraques, maquis, boîtes de nuit et autres réalités qui jonchent le long de la route. Saloum Kondé pour le compte rendu. C'est aux environs de 13 heures que les caterpillars ont commencé à faire tomber les baraques qui envahissent de façon anarchique les voiries. Une partie du restaurant de cette dame a été transformée en poussière. Cette opération, ça ne fait pas tellement mal parce que personne n'est au-dessus de la loi. Seulement, j'ai une chose à proposer ici, à prononcer en fait. Ma petite sœur, elle était partie demander au gouvernement parce que nous ici, on occupe une partie qui appartient à l'État. Mais on paie ici chaque année. Donc avant de commencer les réalisations, on avait fait une petite étage là et on avait fait un VIP.
Donc, ils nous ont dit que nous ne sommes pas concernés, que c'est les gargotes qui étaient concernés. La particularité de cette journée a été aussi le marquage des voitures en vente le long de la route. Le temps a été donné par le ministre lui-même. Marquez-moi tout ce qui n'est pas immatriculé. Je les ai donné une semaine pour enlever les véhicules. Si le transport ne le fait pas, moi je vais le faire. Pour le ministre de la Ville, cette action vise à rendre attrayant la capitale et ne va pas à l'encontre de l'intérêt d'un individu. Il ne faudrait pas que les gens pensent que des interruptions de quelques jours sont l'occasion de se réinstaller, sont l'occasion de désinformer la population en leur disant que l'opération ne va plus se poursuivre. Je voudrais une nouvelle fois appeler à la conscience citoyenne et patriotique de tous les Guinéens, qu'ils acceptent eux-mêmes, lorsque les services techniques ont marqué les parties des emprises à dégager, qu'ils acceptent eux-mêmes de dégager avant que nos équipes techniques sur le terrain n'y arrivent, parce que nos machines parfois sont plus puissantes que les murs qui sont édifiés. Et nous ne voulons pas toucher aux parties qui ne sont pas concernées. Selon le premier responsable du département de la ville et de l'aménagement du territoire, dans les jours à venir, des appels d'offres seront lancés pour les PME évoluant sur le terrain en vue des études afin d'aménager ces espaces déguerpis. L'association des victimes du Kamboirou a de nouveau commémoré cette semaine la journée des pendus à Conakry. Cette journée initiée pour rendre hommage aux disparus du Kamboirou a été mise à profit pour faire la pose de la première pierre d'une stèle dédiée aux victimes. Le compte rendu est signé Aïssata Fofana. Depuis plus de 5 ans, Lamine Camara, ancien détenu du Kamboirou, commémore cette journée aux côtés des autres victimes. Cet homme, la soixantaine aujourd'hui, n'arrive toujours pas à oublier les sévices du passé. Nous avons fait 9 jours de diète sans boire ni manger avant d'être interrogés. Après ces 9 jours de diète, on nous a attachés, ligotés comme des saucissons et mis les électrodes de courant électrique aux oreilles et pour certains d'entre nous aux parties sensibles, pour obtenir des aveux. 45 ans après les faits, Lamine Camara continue toujours de militer pour ne pas que les générations futures oublient ce chapitre de l'histoire de la Guinée. Il faut peut-être pardonner un jour, moi je l'ai déjà fait, mais il ne faut pas oublier. La meilleure façon de ne pas oublier, c'est de pouvoir procéder à chaque anniversaire à de telles rencontres. Sous ce chaud soleil, Gibril Tamsignan, l'un des rescapés du Kamboirou, a aussi tenu à être présent dans la masse. Pour lui, il est temps que la vérité soit rétablie. Il est temps, grand temps de rendre justice aux condamnés du Kouarou, aux condamnés de toutes les prisons de Guinée. Il est temps de rétablir la vérité et de laver la mémoire de tant de morts. Un espoir pour lequel l'association des victimes du Kamboirou se bat aujourd'hui pour faire reconnaître le caractère extrajudiciaire qui a prévalu selon elle lors de l'exécution de 80 personnes dans la nuit du 24 au 25 janvier 1971. Rendre justice, c'est déclarer nul et non avenu les sentences prononcées par des structures circonstancielles et illégales agissant sur des dossiers instruits par le biais de l'instrument de torture et d'extorsion de faux aveux que fut le comité de forfaiture complaisamment appelé comité révolutionnaire. Rendre justice, c'est déclassifier les fosses communes et les tombes des victimes. Reconnaître que ces hommes et leurs familles ont subi l'aveuglement de l'État et restaurer les droits et tous les droits qui ont été indûment bafoués depuis ce jour. En hommage aux disparus de ces tristes événements, l'AVCB a procédé à la pose de la première pierre d'une stèle qu'elle compte ériger dans l'enceinte du Dikan.
Dernier élément de cette rétrospective, l'ONG Jeunes Solidaires a procédé cette semaine au lancement officiel de ses activités. La structure compte promouvoir la synergie d'action entre les différentes associations juvéniles du pays, une manière pour elle de renforcer l'efficacité des jeunes guinéens et partager ses expériences. Mariam Bailo. C'est pour favoriser et améliorer l'employabilité et l'autonomisation des jeunes, notamment par la promotion de l'entrepreneuriat jeune et des programmes de formation que Jeunes Solidaires a vu le jour. Elle se veut d'être une structure fédératrice solidaire capable d'impulser et de favoriser l'émergence d'une jeunesse guinéenne dynamique et responsable. Ce jeudi, ses membres ont décidé de lancer officiellement leurs activités. Nous avons décidé de nous engager autrement, de prendre la parole et de faire entendre notre voix, celle de jeunes ayant pour parents des membres du gouvernement, des députés de l'Assemblée nationale, des leaders de formation politique de l'opposition et de la mouvance, bref, des filles et des fils de ce pays. Dans les jours à venir et semaines, à l'aide de nos différents canaux de communication, sites web, réseaux sociaux, émissions de radio-télé, nous analyserons et commenterons certaines questions concernant la jeunesse et de notre pays. Aussitôt mise en place, l'ONG Jeunes Solidaires compte créer un site web pour, disent-ils, faciliter la synergie d'action et la promotion des initiatives de jeunes. C'est un site web fédérateur qui va octroyer 500 pages à 500 organisations de jeunesse de Conakry et toutes les préfectures de la Guinée, mais aussi des jeunes qui sont à l'étranger et qui ont envie de contribuer au développement de leur pays malgré la distance. Le ministre de la Jeunesse est quant à lui réjoui de la dynamique entreprise par l'ONG. Je dois dire d'abord bravo. Bravo pour votre initiative. Bravo pour l'élan que vous venez de prendre. Bravo pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour vous-même et pour votre pays. Je suis très fier d'être ici parmi vous, entouré de jeunes de l'école de la République, des jeunes qui veulent faire avancer le pays, des jeunes qui veulent jouer un rôle positif dans leur pays. Jeunes Solidaires est aussi une forme d'engagement associatif, un instrument d'autopromotion des jeunes. La cérémonie a connu la présence de plusieurs anciens ministres, membres de la société civile et associations venus d'autres horizons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Mais avant, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Africa Today Télévision. Bonsoir chez vous.